Azulflawen, bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois mon amie Yasmine Madaoui, qui nous revient avec un nouveau livre, Elle, entre colère et passion. Alors Yasmine, bienvenue une nouvelle fois au café littéraire de l'impondérable. Merci. Je pense que c'est la deuxième fois que je viens. Il y a 2 ans que je suis venue. C'est vrai. Et je voulais remercier ceux qui se sont déplacés spécialement pour venir me voir. Je les remercie fortement. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit qu'ils viendraient. Ils sont là. Et il y en a qui m'ont dit qu'ils viendraient et ils m'ont envoyé un petit message. Ils sont dans les transports et finalement ils ne viendront pas. Et je pense à eux, et puis je pense aussi à tous mes amis qui sont en Algérie. Voilà. Alors justement, Yasmine, alors ton livre, cette fois tu l'as publié en Algérie. Alors raconte-nous un peu cette aventure. C'est une aventure. C'est une grande aventure parce que il était prêt il y a plus d'1 an. Je voulais le faire l'éditer ici, puis je m'étais dit non, parce que je parle de la partie de ma vie qui concerne l'Algérie, qui concerne mes rêves pour l'Algérie, qui concerne mon enfance, mon adolescence, une grande partie de ma vie, et c'était en Algérie. Et je voulais l'éditer là-bas. Et je voulais dire ce que je pensais, parce que sur les colères et les passions, il y a une bonne partie qui est due à surtout la colère, ce qui se passe en Algérie. Voilà, et du coup, j'ai réussi à l'éditer, mais très difficilement. J'ai appelé plusieurs auteurs. S'il vous plaît, aidez-moi, je ne connais pas d'éditeur. Niet, les auteurs... Bon, je viens du monde de la santé, donc je pense qu'à la santé, on est beaucoup plus tournés vers le patient, donc tous ensemble pour le patient. Mais c'est des choses que je ne retrouve pas dans le monde littéraire. Je suis désolée de le dire. Ensuite, je suis tombée sur une perle rare. Il se reconnaîtra, il est en Algérie. C'est lui qui m'a fait connaître, monsieur Madani Gelmouch, voilà, qui est de l'édition Aframeg, et un monsieur très gentil qui a bien voulu éditer, sauf que bon, on a rechangé un petit peu la couverture parce que je parlais de choses qu'il ne fallait pas parler dans la couverture pour que ça puisse être édité. Voilà. Eh bien, tout compte fait, je te le disais il y a un instant, c'est bien qu'il soit publié en Algérie parce que quand même tu offres cette possibilité, un lectorat qui existe, qui est réel en Algérie et qui sera certainement interpellé par les thématiques que tu abordes avec courage, parce que en réalité, dans ces colères, ce sont des colères saines. Hein. Tu regardes la société. Je suis pas méchante, hein, je m'en pas du tout. Pas du tout. Donc, nous le savons tous maintenant. Hein, le monde entier le sait. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien en Algérie. Malheureusement, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas bien dans le monde entier. Oui, hein. C'est exactement ça. Alors, avant d'aller dans le fond du sujet, il y a cette terre d'Algérie que tu aimes bien, et il y a aussi cette maman, paix à son âme, hein, qui est venue vivre sa vie chez nous, si je puis dire ainsi. Tout ça, c'est le rêve que j'avais pour l'Algérie, c'est le rêve qu'avaient mes parents. Il y a eu l'indépendance, ils se sont mariés ici, je suis née ici, j'avais 6-7 ans, hein, je vivais ici. Ils sont partis en 65 et ils ont décidé de faire leur vie en France. Ma mère est française, donc elle a pris... En Algérie. En Algérie, oui. Elle a pris et la nationalité algérienne, la religion musulmane, elle l'a pratiquée mieux que moi. Moi, je ne la pratique pas du tout, d'ailleurs, on ne va pas rentrer là-dedans. Elle a été retraitée de l'enseignement en Algérie, à Sidi Aïch, El Fly, voilà. Elle est sûrement, ceux qui ont beaucoup d'élèves sont passés à ces classes.
Et donc ils avaient des rêves, mon père aussi, ma mère aussi. Donc moi, j'ai voulu faire comme eux et j'ai été bien déçue par bien des côtés. Oui, là, disons que la déception fait partie de la vie, hein, Yasmine, hein. Alors, si tu pouvais nous lire quand même ce petit bout de poème, Elle et son village, pour que on ait un peu une idée de ta poésie. Alors, Elle et son village. Des souvenirs de gamine qui découvrait son Algérie en 65 à l'école de filles d'Elfly. Le ravin qui la jouxtait et qu'il fallait dégringoler par des petits chemins pour aller de l'autre côté. L'épicerie de Boalamikji avec le petit carnet d'achat en fin de mois à payer. Et le garde champêtre. Ce n'était pas sans frayeur qu'au crépuscule, elle traversait furtivement, de peur de réveiller les occupants, le cimetière pour aller acheter du pain tout chaud. Le premier appartement. Alors, ce premier appartement, dès que je commence à le lire, j'en ai des frissons. Alors, le premier appartement de la famille au sous-sol de l'école était un casernement du temps de l'occupation française. L'habitation servait de lieu d'interrogatoire et de torture. Et j'y ai vécu, avec mes frères et sœurs. En ce lieu sinistre, les murs conservaient encore des inscriptions qui témoignaient des sévices qui étaient administrés. Les bacs en dur alignés sur toute la longueur de la salle ne laissaient pas de doute sur leurs usages. Des fenêtres à mi-hauteur d'homme étaient baraudées. Il s'y dégageait une atmosphère oppressante propice à enflammer une imagination déjà débordante. Les enseignants. Alors parlons des enseignants venus du Moyen-Orient. De drôles de personnages. N'hésitez pas à provoquer des bagarres entre eux, parfois à couteau tiré. Elle voit encore, c'est-à-dire elle, je pense de moi, elle voit encore aujourd'hui sa mère intervenir, s'interposer dans la cour de l'école pour les séparer. Les tables de l'école en bois avec les encriers. Pour sa mère, elle devait préparer des bouteilles à bec verseur d'un liquide violet, ni épais, ni trop dilué. Le porte-plume trempé qui tachait les doigts, et quand la première classe de 6e s'est ouverte sous le mûrier de l'école de garçons, elle était là. Autant de souvenirs réels ou imaginés qui transparaissent, latents ou exprimés dans ses poésies. Merci, merci. On peut l'applaudir effectivement. Il y a comme ça dans tes poésies du vécu, hein, et beaucoup de lecteurs, à mon avis, peuvent s'y retrouver. Alors, comment est-ce que tu as écrit tout ça? Tu t'es dit, je vais vraiment témoigner, ou bien c'est venu comme ça, c'est remonté à la surface, hein, si je puis dire ainsi? J'avais commencé par écrire sur mon pays, sur les chemins qui montent, sur ma petite main dans celle de ma mère quand je montais le chemin de Tinebdar, Tête Cointe, vous passez un chemin. Avec dans la rue au milieu, dans le petit chemin, il y avait les égouts, excusez-moi, hein, en 65 qui traversaient, c'était au milieu. Et je revivais ça, je remémorais ça, et puis il se trouve que ma mère qui habitait Aubervilliers, là, elle a dû venir ici, elle a dû revenir ici, elle habitait Aubervilliers, et je me suis occupée d'elle, elle a eu une grave maladie, je m'occupais d'elle, c'était ma première année de retraite, et je venais régulièrement chez vous. J'avais déjà fait le premier recueil, il était déjà... Et le deuxième, c'est dans ce cadre, avec maman, je remémorais plein de choses, et tout ça ressortait. Et j'écrivais, et pendant que je la gardais, la nuit, elle me disait, mais tu dors pas? Non, je dors pas. J'écrivais ce que je ressentais. Voilà. Merci de nous dévoiler ces instants précieux, et encore une fois, à l'âme de ta maman. Et donc, si je peux le signaler, ton recueil, c'est aussi une écriture assez féministe.
Est-ce que je peux dire comme ça? Oui. Après, j'exagère un peu des fois, je parle de MeToo, je parle des femmes, je suis pour le combat des femmes, même si elles mettent leur sein à nu, pourvu qu'elles utilisent leur propre corps, c'est leur problème. Hein. Elles veulent combattre, elles combattent, et elles utilisent ce qu'elles peuvent pour faire ça. Maintenant, si ça choque, c'est fait pour choquer. Voilà, c'est tout simple. Si on ne choque pas, eh ben, on n'obtient pas ce qu'on veut. Après, est-ce que moi, m'en sentirais capable? Non, je vous le dis tout de suite. Mais j'utilise notre forme de combat, l'écriture. Voilà. Alors Yasmine, tu es repartie en Algérie depuis. Oui. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu tes impressions, hein? Ah là là. Alors, je suis partie en Algérie dernièrement. Je suis très heureuse parce que j'ai vu beaucoup de femmes travailler. Beaucoup de femmes dans les bureaux qui conduisent, qui travaillent, qui deviennent de plus en plus, ça je l'ai volé, Pas de souci. qui deviennent de plus en plus indépendantes économiquement. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il y avait une scission par rapport à... Alors, j'ai été à Alger, tout le monde connaît le jardin d'essai, d'accord? J'ai été, je vais vous raconter, avec mes deux petits-enfants, ils sont métis. Le père est rwandais et ma fille, eh ben, elle est algérienne et française. Donc, ils sont vraiment métis. Moi, quand on me dit qu'est-ce que vous êtes, je dis moi, je suis hybride, électrique et à gasoil. Voilà. Donc, j'y étais au jardin d'essai. J'avais mes deux petits-enfants, 7 et 12 ans. Et puis moi, avec ma petite robe, voilà, courte, d'abretelle, et je me promenais. Si j'ai vu 3 ou 4 femmes, et Dieu, je ne mens pas, hein, je vous le dis, hein, et pourtant je sais que si j'ai vu 2 ou 3 femmes, 4 femmes, 5, mettons, 10, allons-y, qui étaient habillées, on dit chez nous civilisées, hein, voilà, elles étaient habillées en pantalon, un tricot qui couvre un peu les fesses, pas de foulard, voilà. Tout le reste par buts entier, et je suis désolée de le dire, ils venaient de toute l'Algérie. C'était le hijab et le qamis. Mais, je tiens à le dire, j'ai été respectée, il y a personne ne m'a jamais embêtée. Là où je vais, j'ai été au sud, j'ai été avec une copine, jamais je n'étais embêtée. Mais ça grignote. Beaucoup grignotent et les femmes perdent de leur liberté là-dessus. Alors, ça va peut-être changer, c'est peut-être une liberté, là c'est peut-être de façade tout ça, j'en sais rien. Est-ce que c'est seulement la femme qui perd sa liberté ou bien est-ce que c'est tout le pays qui perd sa liberté? Ah mais là tu me poses une colle, parce que je vais pas dire... Ah, je ne sais pas, hein, je te pose la question. Parce que moi, c'est mon ressenti, hein. Je vais parler pour les femmes. Je ne dirai rien sur les hommes parce qu'ils sont assez grands, ils l'ont déjà fait, ils l'ont toujours fait. Je ne sais pas si ils pensent à nous. Ils pensent à nous quand ils en ont besoin. Et puis après, c'est les femmes, c'est on finit ça, on bat, alors que c'est d'abord les femmes et après vous obtiendrez le reste. Si vous n'avez pas les femmes derrière vous jusqu'au bout, si vous les lâchez en cours de chemin, eh ben, tout repart à zéro. Ah oui. Je suis désolée, mais j'ai... Non, tu n'as pas à être désolée. Ici, il n'y a aucun tabou. C'est ce que je ressens. Oui, oui, et tu dis ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu penses. Il n'y a aucun souci. Et pour toi et pour l'assistance, d'ailleurs. Ouais, hein. ouais. Donc, je vais me répéter, mais... Oui, ici, je n'ai pas répondu à ta question. Non, non, il n'y a pas de souci. Je n'ai interdit que l'insulte. Ah. Je pense toujours qu'on peut toujours dire à l'autre que nous ne sommes pas d'accord avec lui, mais sans jamais l'insulter. On peut dire, oui, parce que dans la tradition, on va dire tradition entre guillemets, nord-africaine, quand on est contre quelqu'un sur un seul point, c'est notre ennemi, c'est notre adversaire. Alors que c'est faux. On peut échanger des idées, on peut avoir des philosophies différentes et rester amis et continuer à dialoguer, à discuter. Voilà. Voilà.
Tu veux que je te dise, franchement, je pense que c'est la décennie noire qui nous a mis beaucoup, beaucoup dans le rouge. Voilà, j'emploie le rouge et le noir parce que la décennie noire, même si les gens se battaient, même si, on s'est battu pour Amazigh, on faisait des choses, mais la décennie noire a amené la peur dans le cœur des gens. Mais c'est ce que je pense. Après, les femmes ont beaucoup payé. Hein. Moi, si je suis revenue, c'est que je travaillais, j'avais mon cabinet médical, j'ai travaillé 10 ans en Algérie, hein, je ne l'ai pas lâché comme ça. Pourtant, j'avais la nationalité française, hein, je pouvais partir. En 95, je vous assure que j'avais tellement peur, je travaillais, que je demandais il y avait un employé à mon père, je lui disais, écoute, celle-là, elle est habillée d'une robe de manière, va voir dans la salle d'attente, passe, est-ce que c'est un homme ou une femme? J'en étais arrivée à ce stade. Vous savez tous, il y a eu des décès, tout ça, il y a eu des gens qui... J'en étais arrivée à ce stade. Donc je me dis que si j'ai eu cette peur, eh ben, les gens l'ont tous eu, et le peuple algérien l'a tous eu, et ceux qui y vivent maintenant ont toujours cette peur. Au fond, elle est... Je ne sais pas si elle ne va pas être dans les génétiques. Je vais me dire, elle va être inscrite dans les gènes. 10 ans 10 ans, c'est pratiquement une génération. Oui, tu as certainement raison, Yasmine, les séquelles de cette guerre qu'on peut pas parler, on ne peut pas en parler. Si, on peut en parler. Ici. On en a parlé aussi en Algérie, mais effectivement, politiquement parlant, il y a eu un processus qu'on a catalogué de concorde nationale et qui, donc, dans le fait public, interdit de revenir sur cette histoire. Voilà. Mais bon, mais concrètement, il y a eu des livres, il y a eu des films, et même des films financés par l'État algérien qui parlent de cette période. Ouais. Donc, nous pouvons nuancer notre propos. Ouais. Si tu veux bien, je vais donner la parole à nos amis dans la salle et tu vas rebondir à travers leurs questions, leurs remarques. La parole est à vous, messieurs. Yasmine, مرحبا يسم au café littéraire de l'impondérable, un café littéraire quasi légendaire de notre ami Youssef Zirem. Oui, alors tu es quand même venu assez tardivement à l'écriture. Ah oui. Et on sent cette urgence dans vos écrits. Je dirais que vous êtes une poétesse de la révolte. Est-ce que c'est vrai? Et je vais te dire une chose, je peux me permettre de te dire. Bien sûr, bien sûr. D'accord. J'ai même ramené ici le livre que j'ai acheté à la foire à Alger, ça doit être en 1980. C'est Rachid Zerouki, Cristal de rêve, c'était de la poésie. Je vais te montrer la première page. C'est un dessin que j'ai réalisé en 1980. Que tu retrouves dans mon livre. J'ai dessiné sur ce livre, j'ai mis plein de petits dessins. Donc c'est pour te dire que j'ai écrit. Déjà j'écrivais, mais je n'avais pas le temps. Regarde par exemple ça, c'est mon dessin, en 1980. Donc je les ai scannés, tout ça, et puis je l'ai essayé de faire de la poésie, de les mettre ici. J'écrivais, mais je me perdais dans mon écriture parce que je ne savais pas comment trouver les mots, comment les accorder, et puis faire parler mon cœur. Et je pense que quand j'ai pris ma retraite, parce que, écoutez, être directrice d'EHPAD, vous êtes là constamment, 24 sur 24. Vous ne dormez pas, on peut vous appeler même la nuit. Quand il y a eu le Covid, c'était terrible. Donc, tout ça, vous conduisez, vous êtes sur la route. Vous faites, parce que moi j'habite à 40 km de chez moi, sur la route, vous êtes seul sur l'autoroute, seul pendant le Covid. Vous avez le temps de voir passer les choses et de repenser à la vie, et puis j'ai une certaine sensibilité qui fait que je m'occupe d'être humain. Et du coup, l'écriture vient plus facilement peut-être pour ça, je sais pas.
Voilà, j'ai répondu à ta question. Et puis il y a aussi, je veux revenir sur cette histoire de l'école de filles d'Elfly. Ça a été un choc terrible pour moi, sérieux. Hein. Et même ma sœur, si quand elle voyait des choses, hein, c'est devenu, on voyait des gens qui souffraient, qui criaient, qui en étaient... on était malheureux. Heureusement que ça a duré 1 an, mais pendant cette année, on a ressenti l'âme de l'Algérie qui était torturée. Voilà. Et c'est resté, hein, c'est resté. Et peut-être que j'avais besoin d'exorciser tout ça. J'avais besoin de... D'ailleurs, tu en as parlé, je pense, dans ta préface. C'est Youssef Zirem qui m'a préfacé mon livre, n'est-ce pas? Oui, absolument. Non, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans tes quêtes poétiques et je me répète, qui parleront à beaucoup de gens, hein, surtout en Algérie, bien sûr. Je voulais lire un poème. Alors, il y en avait un qui m'intéressait pour dire que je peux me tromper, sûrement parce que je ne connais pas l'histoire, moi je ne suis pas historienne, hein. J'ai été chercher des informations et j'ai parlé d'elle et son martyr. Rosa par le capitaine léger Dupé, par Arsène la torture supplicié, la poitrine par des halètements qui l'agitent, folle de douleur en litanie, elle dut s'accuser. Rosa la martyre mourante fut alors égorgée. Les harkis vêtus de bleu de chauffe parasitent les rangs des combattants en complot de la bleuite. Intoxication qui met à l'espionnite manifestée et des chefs militaires qui se purgent de leurs élites par le virus de la suspicion qu'elle ébruite. Amirouche, obnubilé par ses obsessions, instaura le règne de la suspicion. Il s'y ajouta la terreur, la chasse aux sorcières. Et pour les recrues, la panique de l'épuration. Jamais il n'y eut autant de désertion. Les traites visées, personnes instruites et guerrières, intellectuels, étudiants pris dans la souricière. La révolution connut alors la persécution, avec l'élimination d'une génération entière de cadres par le supplice de l'hélicoptère. Voilà, je voulais dire, je n'y connais pas trop, mais savoir qu'on a vécu des choses comme ça, comme la décennie noire, c'est la même chose. Des frères qui s'attaquent à des frères, des sœurs qui... Les sœurs, non, je ne parle pas parce que les sœurs s'attaquent pas. Des frères qui s'attaquent à des frères. Et ça, quand j'ai lu l'histoire de Rosa, elle a accusé n'importe qui, elle aurait accusé père, mère, n'importe qui. Quand vous avez Arsène la torture qui vient derrière et qui vous torture tout le monde, au point, et quand on m'a dit « Ah, mais le supplice de l'hélicoptère, c'est quand on vous jette », non. C'est quand on vous attache et qu'on vous fait tourner autour d'un feu de bois qui vous brûle. Voilà, la colère que j'ai, c'est quand j'ai découvert tout ça. Je ne savais pas, parce qu'à l'école, on n'apprenait pas ça. À l'école, on vous parlait de Ibn Badis, on vous parlait de... Je ne savais pas tout ça. Je m'arrête de parler. Non, c'est très bien, oui. Écoutez, c'était la guerre. C'était la guerre. Et fallait... de la guerre, non. Mais quand même, je me dis, on a perdu beaucoup de monde qui sont morts à cause des tueries entre nous, parce que je me mets là-dedans, parce que je fais partie. Et on a perdu une génération de cadres, de gens qui sont partis, qui ont voulu aller rejoindre le maquis, mais qu'on suspectait, et qui se sont sauvés finalement. Soit ils sont morts, soit ils se sont sauvés. Non, non, tu te trompes pas. C'est un épisode méconnu de notre histoire parce qu'il n'est pas vraiment documenté. Alors, il y a plusieurs versions. On ne connaît même pas le nombre exact des tueries de cette fameuse bleuite. C'est plutôt de la manipulation. Mais on n'en parle pas.
On n'en parle pas, bien sûr. Il n'y a aucun historien qui se penche là-dessus. C'est ça qui fait que tout le monde se dit, mais il y a la théorie du complot. Ah oui, on peut inventer plein de trucs, puisqu'on n'en parle pas, on ne cherche pas. Il y a eu des historiens qui ont fait des tentatives, et puis il y a eu quelques écrits quand même. Hein, bon. Il n'y a pas longtemps, mon invité était Tariq Mira, et dans son livre, il en parle justement de l'Abouloïd, et ce livre est assez documenté sur précisément la situation de la Wilaya 3 à cette période-là. Son père, qui est Mira, paix à son âme, était envoyé de Tunisie pour justement arrêter cette opération de tuerie au moment où Amérouche, lui, allait vers la Tunisie. Mais tu es d'accord qu'on ne l'avait pas appris à l'école? Mais l'école, on n'apprend pas grand-chose. Hein. Malheureusement, dans beaucoup de pays. Hein. Parce que les questions d'histoire sont biaisées. Je vais vous dire ce que je pense. L'enseignement à l'école de l'histoire dans tous les pays du monde est biaisé. C'est souvent les gouvernements qui essayent d'imposer leur point de vue. Mais ce n'est pas toujours de la même manière. Bien sûr qu'il y a plus de liberté, y compris à l'école dans un pays comme l'Italie, l'Espagne ou la France, que l'Algérie, bien sûr. Mais voilà, les gens qui s'intéressent à l'histoire sont obligés d'aller voir par eux-mêmes à travers des livres d'histoire publiés hors cursus scolaire, et quand ils existent, parce qu'ils n'existent pas. Oui, parce qu'ils n'existent pas toujours. Alors, pour le cas de l'histoire de toute l'Afrique du Nord, son histoire reste à écrire par ses enfants. Il y a plus d'écrits écrits par des étrangers que par des historiens de ces pays-là. Il est temps que les historiens fassent l'effort, mais d'écrire une histoire aussi qui soit relativement objective, hein, loin de tout chauvinisme aussi, hein, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Vous voulez que je vous parle de Zéphyr? Allez-y, on va aller vers le Zéphyr. Allez, après avoir foulé la rue piétonne, siroté un café place Guédon, le port lui a ouvert ses bras. Le fort Sidi Abdelkader était pourtant bien là pour de ses incursions la protéger. Mais il savait que malgré l'assèchement du Sahara, elle n'avait fait, au fil des siècles, qu'enrichir sa culture. Et pourtant, n'est-ce pas elle, par des conflits incessants, comme elle sait si bien le faire, de Sanhaja à Zénet, elle s'est séparée. Mais le fort Sidi Abdelkader l'a reconnue. Même si entre assimilation et repli, elle se consume, elle y a vu Zéphyr qui a soulagé sa peine en lui contant la sienne. « Vois-tu ma belle, dit-elle. Vois-tu ma belle, lui dit-il. Je suis né place Guédon. Le vent d'ouest, doux et agréable, me caressait alors qu'au large soufflait bourrasque aidé de vagues scélérates. » Vous connaissez Zéphyr? Zéphyr, c'est la statue qui existe dans le parc Pasteur. Mais au début, il était place Guédon. C'est pour ça que je dis qu'il était né à place Guédon. Ma mère, montagne de Gouraya, mon père, Cap Carbone, me protégeait. Mais Pasteur, autrement on a décidé, en son square, il m'a recluse. Va, lui dit-il, mon souffle frais te guidera. Va saluer le lac noir d'Afkradou et l'aqueduc romain de Toudja. Va plus loin, voir la gare Ara, ma grande amie. Demande-lui pourquoi ce nom. L'a-t-elle emprunté au bassin Ara, conquis sur la mer, qui était bien tourmenté, même par temps clément? Demande-lui, lui dit-il, si elle se souvient, le vieux Pénan, par Khel el-Din, rattaché à la terre par des digues sur les écueils. Rapporte-moi des nouvelles de mon aïeul la Casbah, la belle et magnifique reine Médina, sur les ruines d'Icosium bâties dans le territoire des Beni Mesgana. Ma douceur, de Mazig à Massens ou Mazis, pour certains, et Beni Mesgana pour d'autres, ne vois-tu pas, lui dit-il, combien votre nom d'Imaziren fut déformé, transformé par tous les conquistadors? Zéphyr lui murmura, avant de nous quitter, va toute belle, dire à Hammam Silel qu'il n'ait crainte,
le saint patron Sidi Mohamed el-Haddad le protège. Et dans un dernier souffle, il lui fredonna, comme l'a si bien fait Al-Harashi: ô migrant, où que tu ailles, un jour tu reviendras. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi. Bravo. Voilà. Bravo. C'est bien réussi, hein. C'est un beau voyage à travers l'histoire jusqu'à l'époque toute récente. Et pour revenir à l'histoire, hein, alors Guidon fut un grand colonialiste militaire français qui fit bien des ravages dans les populations locales. La place en question s'appelle aujourd'hui la place du 1er novembre. D'accord, mais on l'appelle toujours Oui, absolument, absolument. Les gens l'appellent toujours la place Guidon. Alors, des questions? Allez, oui. Bonsoir Yasmine. Ça fait plaisir de découvrir. J'ai bien fait de moi tout de suite jeter un coup d'œil. Oui. Le livre est plus consistant, le contenu, que dans l'oral. Oui. Vous avez pratiquement pas développé. Il y a quand même des sujets très importants. Oui. Le livre à guerre découvrir. Il y a elle, j'imagine que c'est vous, c'est la femme, et le rêve, et le hirak, et la religion, et le code de la famille, et l'Algérie, et le mouvement 80-80, l'égalité, la culture, le sexisme, l'espoir. C'est des sujets, chaque thème peut prendre un ouvrage. Voilà. Donc c'est quand même courageux, même si on sait aujourd'hui la violence de ce pouvoir fait que les gens hésitent de développer tout ce qui est anti-pouvoir. Donc tout ce que le pouvoir voilà. Mais juste, c'est pas pour poser des questions, parce que vous avez posé plein de questions qui demandent, donc Darius a répondu à quelques-unes. C'est juste pour vous féliciter, parce que c'est très important les thèmes abordés, et j'espère que la situation va évoluer un jour dans le bon sens pour développer justement le contenu de cet ouvrage librement. Merci. 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 On dit merci. Oui, monsieur Bonsoir. Merci pour l'invitation. Moi, on peut revenir sur la décennie noire pour demander, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le cas de votre beau-fils qui est rwandais. On sait que le Rwanda a vécu en 1994 le génocide des Tutsis, qui a fait quand même 3 mois près d'1 million de morts. Oui. Mais après cela, ils ont fait une sorte de réconciliation. Oui. Et on peut dire que le Rwanda a beaucoup appris de ce passé-là. En Afrique du Sud aussi, on a vu, après ce qui s'est passé, après l'apartheid, Nelson Mandela et Desmond Tutu, ils ont été les précurseurs de ce qu'ils ont appelé la commission Vérité et Réconciliation. Et je voudrais vous demander si en Algérie, bon, peut-être pas le gouvernement, mais est-ce que les intellectuels algériens sont dans la dynamique de mettre en place une commission ou un comité pour réécrire l'histoire, mettre la vérité au grand jour et puis aller vers une réconciliation? Alors là, vous me posez une colle, parce que moi, je sais pas trop. Je pourrais vous dire ce que j'en pense. Par exemple, par rapport au Rwanda, parce que mon beau-fils, il est issu d'un couple, j'allais dire mixte, Hutu et Tutsi. Donc la mère est Hutu et le père est Tutsi. Donc je sais qu'elle m'a raconté tout son périple. Je sais qu'il y a des procès qui se sont faits, même en France, contre des génocideurs. Donc, même s'il y a eu une réconciliation, mais je pense que les crimes de sang, ils ont été jugés. C'est ce que je ne suis pas certaine, mais il me semble.
Les crimes de sang, on n'a pas permis à des personnes qui avaient tué et qui étaient bien, mais je ne parle pas de tout le monde, parce que ceux qui sont bien épaulés, ceux qui sont haut gradés, ben, ils s'en sont sortis. Et on les traîne dans les tribunaux internationaux. Donc, moi, mon avis, c'est ce que je pense, c'est que réconciliation, oui, mais crimes de sang, non, ça doit être jugé. C'est mon avis. Maintenant, Ziram, par rapport à l'Algérie, peut-être qu'il y en est plus... Non, la situation algérienne est connue pour ceux qui s'intéressent au dossier algérien, même si on peut s'y perdre dans ses méandres. Alors, le régime algérien a choisi de passer en force la loi de la concorde civile. Donc, c'est juste un référendum pour dire qu'on est dans une situation de réconciliation obligatoire, mais nous n'avons pas fait un processus comparable à celui de l'Afrique du Sud. Et donc il y a beaucoup d'intellectuels en Algérie qui ont reproché au pouvoir de ne pas avoir lu une page avant de la déchirer. Et ça pose problème jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a eu des gens, pour ce que dit Yasmine est exact, des gens ont été jugés et condamnés en Algérie pour leurs actes. Mais en général, les gens condamnés ont été surtout les islamistes. Mais en Algérie, il n'y a pas eu que la violence des islamistes. Les islamistes ont été violents, ils ont assassiné, mais il y a eu aussi des processus contre justement la société civile, y compris les islamistes eux-mêmes, qui ont été violents et qui ont généré aussi des crimes. Alors les organisations internationales, même nationales à un moment donné, Ali pourra nous dire un mot tout à l'heure, ont tenté d'aboutir à un processus plutôt qui aboutirait à une réconciliation après avoir vraiment regardé cette page et peut-être tiré des enseignements. Ça n'a pas été fait en Algérie. J'ai résumé un peu la situation, voilà. Alors, pour parler de femmes, je vais lire le dernier poème que je voulais lire par rapport aux femmes. Que ça ne c'est pas spécialement en Algérie, hein. Ça parle de la femme en général. Je parle des étoiles. Je l'ai écrit le 1er juillet 2025. Je l'ai rajouté à mon livre en dernière minute. C'est vrai, le crime, vous l'avez dénoncé. L'abomination, vous l'avez nommé. Le cercueil, vous l'avez accompagné. Son calvaire, dans une histoire, vous l'avez narré. Car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. C'était un jour spécial, la dispute, les coups, le voisin comme vous et vous aussi, dans votre lit douillet, la couette bien ouatée, au travers les murs et les plafonds en papier, vous, oui, vous le voisin à l'oreille dressée, vous le saviez, qu'avez-vous fait? Le fleuriste est passé la semaine dernière, vous le voisin, vous lui avez ouvert la porte cochère. Sur son passage, vous vous êtes retourné. Tiens, mon voisin cherche à se faire pardonner des ratonnades que vous avez ignorées. Car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. Vous l'aviez croisée, vous reteniez votre souffle. Elle s'agrippait comme au bord d'un gouffre, à la détresse de son cri, à la rambarde des escaliers. Et vous n'avez même pas les yeux levés. Pourtant, elle voulait hurler, son désespoir étouffé. Vous saviez, qu'avez-vous fait? Mais oui, elle ne l'a pas quitté. Pourquoi? La question, vous nous la posez, sournois. Bien sûr, c'est elle que vous préférez blâmer. Vous, le voisin, vous n'avez fait qu'écouter. Elle vous honnit avec vos fleurs en bouquet, car vous saviez, mais vous n'avez rien fait. Vous, les taiseux, sans distinction, qui préférez blâmer une morte de son inaction. Elle vous hurle au-delà de sa tombe.
Qu'elle ne se lamente pas sur les fleurs fanées, offertes par un voisin bien intentionné. Vous saviez, qu'avez-vous fait? Elle vous accuse de n'avoir rien fait, car vous saviez. Le doigt, c'est vers vous qu'elle le pointe. Vous, le voisin bien intentionné, complice, la bouche en cœur, les mains jointes. Merci. Merci. C'est de tristes réalités, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui. Je voulais finir avec ça, parce que c'est partout. C'est une belle chute, y compris en France, bien sûr. Les femmes qui meurent tous les jours sur leur cou de leur conjoint. On en compte tous les jours, et j'ose pas dire que c'est une femme par heure. Je sais pas, il y a des statistiques. Pas tant que ça, mais bon, dans le monde. Hein. Ouais, et dans tout, il n'y a pas que les religions, hein, dans tout mène à ça. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Il a quelque chose à nous dire. Voilà. Ah, tu m'as bluffé alors, tu as fait ça. Il a pris Jules, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, ça m'a rappelé un petit peu ma tendre enfance quand j'ai entendu le mot Delquant. Ah, oui. Ah, voilà. Donc, on était beaucoup là. Ma mère elle est d'Iroflen, donc et j'ai commencé ma scolarité à Schberzo. Ah, d'accord. J'ai entendu ce qui m'a un petit peu vraiment touché, hein, pas seulement ému, mais touché, ce fameux centre de torture de l'Flay. L'Flay, d'ailleurs, le 19 mars, je crois, ou le 20 mars, on a dû, 62 bien sûr, on a dû laisser nos chèvres dans les champs pour aller défiler, bien sûr. Et je me rappelle ce jour-là, en remontant de l'Flay, en remontant vers Douarli Soufla, comme on dit, on a juste failli laisser notre peau parce qu'il y avait une jeep militaire, comme le cessez-le-feu venait d'être proclamé. Les pauvres, ils étaient 4 militaires dans une jeep et ils ont foncé comme des malades dans la foule. Ils ont foncé, ils ont touché personne. C'est-à-dire, il fallait qu'ils avaient peur pour leur peau, pour ainsi dire. Ouais. Et le ravin en question, dont vous avez parlé, j'ai sauté là-bas, hein, avec tous les enfants qui avaient de mon âge à l'époque. Il y avait une sorcière, non, c'est pas une sorcière, comment elle s'appelle? Jidorachor. Jidorachor, je me rappelle ce nom, mais je ne la connais pas. Ouais. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce fameux centre de torture. Ouais. J'ai eu mal. Ouais. Je vous assure que j'ai vu les inscriptions. Non, mais j'ai eu mal. Mon père, il est mort dans le maquis. Et j'ai eu mal pour les harkis ce jour. J'ai eu mal pour les harkis. J'étais en train de me dire, ils étaient en train de les supplier pour les tuer. On entendait ça. J'ai encore la rage. Mais ça y est, tu as ton indépendance. Juge-les. Pourquoi les torturer? Et beaucoup, parce qu'on ne sait pas une chose. Je suis désolé parce que des fois ça nous prend comme ça des souvenirs qui remontent. J'ai eu mal pour les harkis, alors qu'ils étaient dans le camp adverse de mon père. Ça y est, tu as obtenu ton indépendance. Pourquoi tu ne les fais pas passer devant la justice? Et parmi ces gens-là, parce qu'on parle souvent des harkis, mais on oublie une chose essentielle, importante, c'est qu'il y a deux catégories de harkis. Il y en avait qui ont été obligés, que le maquis a obligé de rejoindre les casernes. Et d'autres, ceux qui étaient volontaires, là c'est leur problème. Parce que j'ai encore une trace d'un harki ici. Je te
Je me rappelle, il avait demandé à ma mère où est-ce qu'il est ton mari. C'est comme ça qu'elle répondait. Non, toutes les femmes, des maquisards, elles avaient pour instruction de dire, si on te demande où est ton mari, si tu es un homme, va le chercher dans la maquille. J'étais sur sur les jupons de ma maman, il a pris sa mitraillette, il allait lui donner un coup, elle s'est reculée. Elle a reculé en arrière, j'ai pris le coup ici. J'ai passé bientôt 50 ans que je le recherche ici en France, celui-là, parce qu'il a réussi à se sauver. Mais, on a été traumatisés. On a été traumatisés. Bon, je pense que là-bas, à Aérovlen, mes deux frères qui sont nés après moi, ils sont morts de malnutrition, ils sont morts de faim. Et aujourd'hui, même l'endroit où on les a ensevelis, il y a des constructions dessus. Il n'y a même pas de respect pour les vies humaines ou pour les sacrifier, on va dire. Parce que on oublie une chose. C'est tout ça qui aurait dû être travaillé après l'indépendance. Non, mais de toute façon, ça justement, pour revenir à ce que tu disais, je me permets de te tutoyer parce que, bon, on te compte, donc on peut pas... Oui, donc, et j'allais finir quand même parce qu'il faut que je conclue. J'espère que Madani, parce que c'est lui qui a publié mon livre là-bas aussi, c'est lui mon éditeur. J'espère qu'il va te faire le nécessaire pour la promotion. Parce que là-dessus, moi je sais ce que c'est. Il faut vraiment le piquer. Tu l'entends, Madani, on va te piquer. Non, il faut le piquer. Non, moi j'ai eu des appels de partout. Que ce soit d'Aqb ou de Tizi ou de Michelet, de partout, où est-ce qu'on va trouver ton livre? Il est quasi inexistant. Non, là il a fait, il y a 5 librairies à Alger, à Sidi Aïch, il est dans les 2 librairies, c'est moi-même qui les ai déposées. À Bougie, dans une librairie. Bon, en tout cas, bravo. C'est moi qui ai couru. Bravo. Mais Madani a fait tout ce qui concernait Alger et tout. Non, moi, franchement, il n'a rien fait parce que je peux pas. Bon, pour des raisons personnelles, je ne peux pas rentrer là-bas. Oui. Donc, il a fait un petit peu. En tout cas, bravo et merci. J'espère qu'il y aura des femmes courageuses comme ça. Merci beaucoup. Voilà. اسمح لي فضل فرانسيس c'est qui marqué. Silence, il faut choquer pour avoir ce qu'on veut. Oui. كنت طالع تمر القبائل رقم الحجاب يقوقر القميص تبدل تولس اكثر يتحجبن ولا رقز. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elles sont embêtées. Par qui? Par qui? Va monter dans un bus. Comme je suis habillée. Alors, mais c'est déjà quelque chose. Oui. Est-ce que est-ce que c'est à vous, les femmes, de faire votre travail qui me choquer? Mais voilà, je fais ce qu'il faut. Et il y en a, c'est pas facile de vivre en Algérie quand on est une femme. Je vous le dis. Tu veux aller quelque part, tu veux aller dans un bus, eh bien, il faut prendre tes distances. Moi j'ai la voiture, mais c'est pas toutes qui ont une voiture. Il faut pouvoir travailler, avoir de l'argent et s'assumer. Voilà, c'est pas facile. Ici déjà c'est pas facile, alors Ma'adak Dina. Voilà. Mais pour choquer, moi je dis il faut choquer dans certaines circonstances, mais il y a aussi l'exemple, donner l'exemple. Le fait d'aller au jardin d'essai, j'étais pas du tout choquée, personne, avec mes 2 petits-enfants,
Et je souriais à tout le monde, je disais bonjour, je donnais l'exemple. Je montrais comme quoi il faut être présentable, honorable, avec le sourire, être présente comme une femme de bonne famille. C'est ce qu'ils veulent, ils en auront. Je suis une femme de bonne famille. Voilà. Bon, الفلوية كاين الحجاب. الحجاب ديجا اوكي الدراري شوف يقدر ديال القبائل بلديين فينا وضعين وربع فعلا قمص باش قمص الحجاب ضروري. Parce que c'est pas à la femme algérienne de faire son boulot. Je pense qu'elle le fera quand les conditions seront autres. Je pense que les conditions, c'est pas... Alors là, il y a eu 5 ministres, femmes, qui ont été mises, des femmes. Non, j'ai vu des photos sur Facebook de 5 femmes, sans hijab, aucune. Ni raciale, c'est une vitrine, madame. C'est une vitrine, mais au moins elle a vu une vitrine. Bon, Yasmine, est-ce qu'on a oublié quelque chose avant de te laisser dédicacer ton livre? Non, je voulais juste vous remercier tous. Franchement, je ne cherche absolument pas le succès, rien du tout. Je voulais parler de moi, je voulais parler de mes trucs. J'aime bien, voilà, je suis très très modeste. Les femmes ne sont pas venues, malgré le fait que les femmes ne soient pas venues. Non, mais allez. Moi je te dis, continue à nous écrire de belles choses, voilà. Merci à tout le monde et place à la dédicace. Merci. Merci. Merci à vous tous.